À Madame de Montespan. Livre septième des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. À Madame de Montespan. L'apologue est un don qui vient des immortels, ou, si c'est un présent des hommes, quiconque nous l'a fait mérite des autels. Nous devons tous, tant que nous sommes, ériger en divinité le sage par qui ce bel art inventé. C'est proprement un charme. Il rend l'âme attentive, ou plutôt, il la tient captive, nous attachant des récits qui mènent à son gré les cœurs et les esprits. Ô vous qui l'imitez, Olympe, si ma muse a quelquefois pris place à la table des dieux, sur ces dons aujourd'hui daignez porter les yeux, favoriser les jeux où mon esprit s'amuse. Le temps qui détruit tout, respectant votre appui, me laissera franchir les ans dans cet ouvrage. Tout auteur qui voudra vivre encore après lui doit s'acquérir votre suffrage. C'est de vous que mes vers attendent tout leur prix. Il n'est beauté dans nos écrits dont vous ne connaissiez jusqu'aux moindres traces. Qui connaît que vous les beautés et les grâces? Paroles et regards, tout est charme dans vous. Ma muse, en un sujet si doux, voudrait s'étendre davantage, mais il faut réserver à d'autres cet emploi. Et d'un plus grand maître que moi, votre louange est le partage. Olympe, c'est assez qu'à mon dernier ouvrage, votre nom serve un jour de rempart et d'abri. Protégez désormais le livre favori, par qui j'ose espérer une seconde vie. Sous vos seuls auspices, ces vers seront jugés, malgré l'envie, dignes des yeux de l'univers. Je ne mérite pas une faveur si grande. La fable, en son nom, la demande. Vous savez quel crédit ce mensonge a sur nous. S'il procure à mes vers le bonheur de vous plaire, je croirai lui devoir un temple pour salaire. Mais je ne veux bâtir des temples que pour vous. Fin de À Madame de Montespan. Livre septième des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Les animaux malades de la peste. Fable numéro 1 du livre septième des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard, n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie aux traits du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire,
dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non, vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple mâtin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelque diable aussi me poussant, je tondis ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » À ces mots, on cria « haro » sur le baudet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Fin de Les animaux malades de la peste. Fable numéro 1 du livre 7e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le mal marié. Fable numéro 2 du livre 7e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le mal marié. Que le bon soit toujours camarade du beau, dès demain je chercherai femme. Mais comme le divorce entre eux n'est pas nouveau, et que peu de beaux corps, hôtes d'une belle âme, assemblent l'un et l'autre point, ne trouvez pas mauvais que je ne cherche point. J'ai vu beaucoup d'hymens, aucun d'entre eux ne me tente. Cependant des humains, presque les 4 parts, s'exposent hardiment au plus grand des hasards. Les 4 parts aussi des humains se repentent. J'en vais alléguer un qui, s'étant repenti, ne put trouver d'autre parti que de renvoyer son épouse, querelleuse, avare et jalouse. Rien ne la contentait, rien n'était comme il faut. On se levait trop tard, on se couchait trop tôt, puis du blanc, puis du noir, puis encore autre chose. Les valets enrageaient, l'époux était à bout. Monsieur ne songe à rien, monsieur dépense tout, monsieur court, monsieur se repose. Elle en dit tant que monsieur, à la fin, lassé d'entendre un tel lutin, vous la renvoie à la campagne, chez ses parents. La voilà donc compagne de certains Phyllis qui gardent les dindons, avec les gardeurs de cochons. Au bout de quelque temps, qu'on la crut adoucie, le mari la reprend. « Eh bien, qu'avez-vous fait? Comment passiez-vous votre vie? L'innocence des champs est-elle votre fait? »« Assez, dit-elle. Ma peine était de voir les gens plus paresseux qu'ici. Ils n'ont des troupeaux nul souci. Je leur savais bien dire, et m'attirait la haine de tous ces gens si peu soigneux. »« Eh, madame, reprit son époux tout à l'heure, si votre esprit est si hargneux que le monde qui ne demeure qu'un moment avec vous et ne revient qu'au soir est déjà lassé de vous voir, que feront des valets qui, toute la journée, vous verront contre eux déchaînés?
et que pourra faire un époux que vous voulez qu'il soit jour et nuit avec vous? Retournez au village. Adieu. Si de ma vie je vous rappelle et qu'il m'en prenne envie, puis-je chez les morts avoir pour mes péchés 2 femmes comme vous, sans cesse à mes côtés. Fin de Le mal marié. Fable numéro 2 du livre 7e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le rat qui s'est retiré du monde. Fable numéro 3 du livre 7e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le rat qui s'est retiré du monde. Les Levantins, en leur légende, disent qu'un certain rat, las des soins d'ici-bas, dans un fromage de Hollande se retira loin du tracas. La solitude était profonde, s'étendant partout à la ronde. Notre ermite nouveau subsistait là-dedans. Il fit tant, de pied et dedans, qu'en peu de jours il eut, au fond de l'ermitage, le vivre et le couvert. Que faut-il davantage? Il devint gros et gras. Dieu prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens. Un jour, au dévot personnage, les députés du peuple rat s'en vinrent demander quelque aumône légère. Ils allaient, en terre étrangère, chercher quelque secours contre le peuple chat. Ratopolis était bloqué. On les avait contraints de partir sans argent, attendu l'état indigent de la République attaquée. Ils demandaient fort peu, certains que le secours serait prêt dans 4 ou 5 jours. « Mes amis, dit le solitaire, les choses d'ici-bas ne me regardent plus. En quoi peut un pauvre reclus vous assister? Que peut-il faire que de prier le ciel qu'il vous aide en ceci? J'espère qu'il aura de vous quelque souci. » Ayant parlé de la sorte, le nouveau saint ferma sa porte. Qui désignai-je, à votre avis, par ce rat si peu secourable? Un moine? Non, mais un dervis. Je suppose qu'un moine est toujours charitable. Fin de Le rat qui s'est retiré du monde. Fable numéro 3 du livre 7e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le héron. Fable numéro 4 du livre 7e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le héron. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe y faisait 1000 tours avec le brochet son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tous approchaient du bord. L'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau 2 tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas, il s'attendait à mieux, et montrait un goût dédaigneux, comme le rat du bonne race. « Moi des tanches, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on? » La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirais pour si peu le bec. Ô Dieu ne plaise. Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon.
Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas au héron que je parle. Écoutez, humains, un autre conte. Vous verrez que chez vous, j'ai puisé ces leçons. Fin de Le Héron. Fable numéro 4 du livre 7e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La fille. Fable numéro 5 du livre 7e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La fille. Certaines filles, un peu trop fières, prétendaient trouver un mari, jeune, bien fait et beau, d'agréable manière, point froid et point jaloux. Notez ces deux points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir? Le destin se montra soigneux de la pourvoir. Il vint des partis d'importance. La belle les trouva trop chétifs de moitié. Quoi? Moi? Quoi? Ces gens-là? L'on radote, je pense. À moi les proposer. Hélas, ils font pitié. Voyez un peu la belle espèce. L'un n'avait en l'esprit nulle délicatesse. L'autre avait le nez fait de cette façon-là. C'était ceci, c'était cela. C'était tout, car les précieuses font dessus tout les dédaigneuses. Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs. Elle de se moquer. Ah, vraiment, je suis bonne de leur ouvrir la porte. Ils pensent que je suis fort en peine de ma personne. Grâce à Dieu, je passe des nuits sans chagrin, quoiqu'en solitude. La belle se sut gré de tous ses sentiments. L'âge la fit déchoir. Adieu tous les amants. 1 an se passe, et 2 avec inquiétude. Le chagrin vient ensuite. Elle sent chaque jour déloger quelques ris, quelques jeux, puis l'amour. Puis ses traits choquer et déplaire, puis s'en sortent de phare. Ses soins ne purent faire qu'elle échappât au temps, cet insigne larron. Les ruines d'une maison se peuvent réparer, que ce n'est cet avantage pour les ruines du visage. Sa préciosité change alors de langage. Son miroir lui disait « Prenez vite un mari ». Je ne sais quel désir le lui disait aussi. Le désir peut loger chez une précieuse. Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru, se trouvant à la fin tout aise et tout heureuse de rencontrer un malotru. Fin de La fille. Fable numéro 5 du livre 7e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les souhaits. Fable numéro 6 du livre 7e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les souhaits. Il est aux Mogols des follets qui font office de valets, tiennent la maison propre, ont soin de l'équipage et quelquefois du jardinage. Si vous touchez à leur ouvrage, vous gâtez tout. Un d'eux, près du Gange autrefois, cultivait le jardin d'un assez bon bourgeois. Il travaillait sans bruit, avec beaucoup d'adresse, aimait le maître et la maîtresse, et le jardin surtout. Dieu sait si les zéphyrs, peuple ami du démon, l'assistaient dans sa tâche. Le follet, de sa part, travaillant sans relâche, comblait ses hôtes de plaisir. Pour plus de marques de son zèle, chez ces gens pour toujours, il se fut arrêté, nonobstant la légèreté à ses pareils si naturelle. Mais ses confrères, les esprits, firent tant que le chef de cette république, par caprice ou par politique,
le changea bientôt de logis. Ordre lui vient d'aller au fond de la Norvège prendre le soin d'une maison en tout temps couverte de neige. Et d'hindou qu'il était, on vous le fait lapon. Avant que de partir, l'esprit dit à ses hôtes, « On m'oblige de vous quitter, je ne sais pas pour quelle faute, mais enfin il le faut. Je ne puis arrêter qu'un temps fort court, 1 mois, peut-être 1 semaine. Employez-la, formez 3 souhaits, car je puis rendre 3 souhaits accomplis. 3, sans plus. Souhaiter, ce n'est pas une peine étrange et nouvelle aux humains. Ceux-ci, pour premier vœu, demandent l'abondance. Et l'abondance à pleine main verse en leur coffre la finance, en leur grenier le blé, dans leur cave les vins. Tout en crève. Comment ranger cette chevauche? Quel registre, quel soin, quel temps il leur fallut? Tous deux sont empêchés si jamais on le fut. Les voleurs contre eux complotèrent. Les grands seigneurs leur empruntèrent. Le prince les taxa. Voilà les pauvres gens malheureux par trop de fortune. Ôtez-nous de ces biens l'affluence importune, dirent-ils l'un et l'autre. Heureux les indigents. La pauvreté vaut mieux qu'une telle richesse. Retirez-vous, trésor, fuyez. Et toi, déesse, mère du bon esprit, compagne du repos, ô médiocrité, reviens vite. À ces mots, la médiocrité revient. On lui fait place. Avec elle, il rend en grâce, au bout de 2 souhaits, étant aussi chanceux qu'ils étaient, et que sont tous ceux qui souhaitent toujours et perdent en chimère le temps qu'il ferait mieux de mettre à leurs affaires. Le follet en rit avec eux. Pour profiter de sa largesse, quand il voulut partir et qu'il fut sur le point, ils demandèrent la sagesse. C'est un trésor qui n'embarrasse point. Fin de Les Souhaits. Fable numéro 6 du livre 7e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. La cour du lion. Fable numéro 7 du livre 7e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La cour du lion. Sa majesté lionne un jour voulut connaître de quelle nation le ciel l'avait fait maître. Il manda donc par députés ses vassaux de toute nature, envoyant de tous les côtés une circulaire écriture avec son sceau. L'écrit portait qu'1 mois durant, le roi tiendrait cour plénière, dont l'ouverture devait être un fort grand festin, suivi des tours de facotins. Par ce trait de magnificence, le prince à ses sujets étalait sa puissance. En son louvre, il les invita. Quel louvre! Un vrai charnier, dont l'odeur se porta d'abord au nez des gens. L'ours boucha sa narine. Il se fut bien passé de faire cette mine. Sa grimace déplut. Le monarque irrité l'envoya chez Pluton faire le dégoûté. Le singe approuva fort cette sévérité, et, flatteur excessif, il loua la colère et la griffe du prince, et l'antre et cette odeur. Il n'était ambre, il n'était fleur, qui ne fût aille au prix. Sa sotte flatterie eut un mauvais succès, et fut encore punie. Ce monseigneur du lion-là fut parent de Caligula. Le renard étant proche, « Or ça, lui dit le sire, que sens-tu? Dis-le-moi, parle sans déguiser. » L'autre aussitôt de s'excuser, alléguant un grand rhume, il ne pouvait que dire sans odorat. Bref, il s'en tire. Ceci vous sert d'enseignement. Ne soyez à la cour, si vous voulez y plaire, ni fade adulateur, ni parleur trop sincère, et tâchez quelquefois de répondre en normand. Fin de
La cour du lion. Fable numéro 7 du livre 7e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les vautours et les pigeons. Fable numéro 8 du livre 7e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les vautours et les pigeons. Mars autrefois mit tout l'air en émeute. Certains sujets fit naître la dispute chez des oiseaux, non ceux que le printemps mène à sa cour et qui, sous la feuillée, par leur exemple et leur son éclatant, font que Vénus est en nous réveillée, ni ceux encore que la mère d'amour met à son char. Mais le peuple vautour, au bec retors, à la tranchante serre, pour un chien mort se fit, dit-on, la guerre. Il plut du sang. Je n'exagère point. Si je voulais compter de point en point tout le détail, je manquerais d'haleine. Maint chef périt, maint héros expira, et sur son roc Prométhée espéra de voir bientôt une fin à sa peine. C'était plaisir d'observer leurs efforts, c'était pitié de voir tomber les morts. Valeur, adresse, et ruse et surprise, tout s'employa. Les deux troupes éprises d'ardents courroux n'épargnaient nul moyen de peupler l'air que respirent les ombres. Tout élément rempli de citoyens le vaste enclos qu'ont les royaumes sombres. Cette fureur mit la compassion dans les esprits d'une autre nation, au col changeant, au cœur tendre et fidèle. Elle employa sa médiation pour accorder une telle querelle. Ambassadeurs par le peuple pigeon furent choisis et si bien travaillèrent que les vautours plus ne se chamaillèrent. Ils firent trêve et la paix s'ensuivit. Hélas, ce fut aux dépens de la race à qui la leur aurait dû rendre grâce. La gent maudite aussitôt poursuivit tous les pigeons, en fit ample carnage, en dépeupla les bourgades, les champs. Peu de prudence eurent les pauvres gens d'accommoder un peuple si sauvage. Tenez toujours divisés les méchants. La sûreté du reste de la terre dépend de là. Semez entre eux la guerre, ou vous n'aurez avec eux nulle paix. Ceci soit dit en passant. Je me tais. Fin de Les vautours et les pigeons. Fable numéro 8 du livre 7e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le coche et la mouche. Fable numéro 9 du livre 7e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le coche et la mouche. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, 6 forts chevaux tiraient un coche. Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. L'attelage suait, soufflait, était rendu. Une mouche survient et des chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement, pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine, s'assied sur le timon, sur le nez du cocher. Aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher, elle s'en attribue uniquement la gloire. Va, vient, fait l'empresser. Il semble que ce soit un sergent de bataille allant en chaque endroit faire avancer ses gens et hâter la victoire. La mouche, en ce commun besoin, se plaint qu'elle agit seule et qu'elle a tout le soin, qu'aucun n'aide aux chevaux à se tirer d'affaire. Le moine disait son bréviaire, il prenait bien son temps. Une femme chantait, c'était bien de chansons qu'alors il s'agissait. Dame Mouche s'en va chanter à leurs oreilles et fait 100 sottises pareilles. Après bien du travail, le coche arrive en haut. « Respirons maintenant », dit la mouche aussitôt.
J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. Ça, messieurs les chevaux, peignez-moi de ma peine. » Ainsi, certaines gens, faisant les empressés, s'introduisent dans les affaires. Ils font partout les nécessaires, et partout importuns devraient être chassés. Fin de Le coche et la mouche. Fable numéro 9 du livre 7e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. La laitière et le pot au lait. Fable numéro 10 du livre 7e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La laitière et le pot au lait. Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un 102, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. « Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc, en s'engraisser, coûtera peu de son. Il était, quand je l'eus de grosseur raisonnable. J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau. » Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe, adieu veau, vache, cochon couvé. La dame de ses biens, quittant d'un œil Marie sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battue. Le récit en farce en fut fait. On l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait château en Espagne? Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant. Il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On met les rois, mon peuple m'aime. Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis Gros-Jean comme devant. Fin de La laitière et le pot au lait. Fable numéro 10 du livre 7e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le curé et le mort. Fable numéro 11 du livre 7e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le curé et le mort. Un mort s'en allait tristement s'emparer de son dernier gîte. Un curé s'en allait gaiement enterrer ce mort au plus vite. Notre défunt était en carrosse porté, bien et dûment empaqueté, et vêtu d'une robe, hélas, qu'on nomme bière, robe d'hiver, robe d'été, que les morts ne dépouillent guère. Le pasteur était à côté, et récitait à l'ordinaire maintes dévotes oraisons, et des psaumes et des leçons, et des versets et des répons. Monsieur le mort, laissez-nous faire, on vous en donnera de toutes les façons. Il ne s'agit que du salaire. Messire Jean Chouart couvait des yeux son mort, comme si l'on eût dû lui ravir ce trésor, et de regard semblait lui dire: Monsieur le mort, j'aurai de vous tant en argent, et tant en cire, et tant en autres menus coups.
Il fondait là-dessus l'achat d'une feuillette du meilleur vin des environs. Sa nièce, assez propette, et sa chambrière Paquette devaient avoir des cotillons. Sur cette agréable pensée, un heurt survient. Adieu le char. Voilà messire Jean Chouart qui du choc de son mort a la tête cassée. Le paroissien en plomb entraîne son pasteur. Notre curé suit son seigneur. Tous deux s'en vont de compagnie. Proprement, toute notre vie est le curé Chouart qui sur son mort comptait, et la fable du pot au lait. Fin de Le curé et le mort. Fable numéro 11 du livre 7e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. L'homme qui court après la fortune et l'homme qui l'attend dans son lit. Fable numéro 12 du livre 7e des Fables de Jean de La Fontaine. Une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'homme qui court après la fortune et l'homme qui l'attend dans son lit. Qui ne court après la fortune? Je voudrais être en lieu d'où je puisse aisément contempler la foule importune de ceux qui cherchent vainement cette fille du sort de royaume en royaume, fidèles courtisans d'un volage fantôme. Quand ils sont près du bon moment, l'inconstante aussitôt à leur désir échappe. Pauvres gens! Je les plains, car on a pour les fous plus de pitié que de courroux. Cet homme, disent-ils, était planteur de choux, et le voilà devenu pape. Ne le valons-nous pas? Vous valez 100 fois mieux, mais que vous sert votre mérite? La fortune a-t-elle des yeux? Et puis la papauté vaut-elle ce qu'on quitte? Le repos? Le repos, trésor si précieux, qu'on en faisait jadis le partage des dieux. Rarement la fortune à ses hôtes le laisse. Ne cherchez point cette déesse, elle vous cherchera. Son sexe en use ainsi. Certains couples d'amis en un bourg établi possédaient quelques biens. L'un soupirait sans cesse pour la fortune, et dit à l'autre un jour, « Si nous quittions notre séjour, vous savez que nul n'est prophète en son pays, cherchons notre aventure ailleurs. » « Cherchez, dit l'autre ami, pour moi je ne souhaite ni climat ni destin meilleur. Contentez-vous, suivez votre humeur inquiète, vous reviendrez bientôt. Je fais vœu cependant de dormir en vous attendant. » L'ambitieux, ou si l'on veut l'avare, s'en va par voie et chemin. Il arriva le lendemain en un lieu que devait la déesse bizarre fréquenter sur tout autre, et ce lieu, c'est la cour. Là donc, pour quelque temps, il fixe son séjour, se trouvant au coucher, au lever, à ces heures que l'on sait être les meilleures. Bref, se trouvant en tout et n'arrivant à rien. « Qu'est-ce ceci? » se dit-il. « Cherchons ailleurs du bien. La fortune pourtant habite ses demeures. Je la vois tous les jours entrer chez celui-ci, chez celui-là. D'où vient qu'aussi je ne puis héberger cette capricieuse? On me l'avait bien dit, que des gens de ce lieu, l'on n'aime pas toujours l'humeur ambitieuse. Adieu, messieurs de cour, adieu. Suivez jusqu'au bout une ombre qui vous flatte. La fortune a, dit-on, des temples à Surate. Allons là. Ce fut un de dire et s'embarquer. Âme de bronze, humain, celui-là fut sans doute armé de diamants, qui tenta cette route, et le premier osa l'abîme défier. Celui-ci, pendant son voyage, tourna les yeux vers son village, plus d'une fois, essuyant les dangers des pirates, des vents, du calme et des rochers, ministre de la mort. Avec beaucoup de peine,
On s'en va la chercher en des rives lointaines, la trouvant sitôt sans quitter la maison. L'homme arrive au Mogol. On lui dit qu'au Japon, la fortune pour l'or distribuait ses grâces. Il y court. Les mères étaient lasses de le porter, et tout le fruit qu'il tira de ses longs voyages, ce fut cette leçon que donnent les sauvages. Demeure en ton pays par la nature instruit. Le Japon ne fut pas plus heureux à cet homme que le Mogol l'avait été, ce qui lui fit conclure en somme qu'il avait à grand tort son village quitté. Il renonce aux courses ingrates, revient en son pays, voit de loin ses pénates, pleure de joie et dit « Heureux qui vit chez soi, de régler ses désirs faisant tout son emploi. Il ne sait que par ouï dire ce que c'est que la cour, la mer et ton empire. Fortune qui nous fait passer devant les yeux des dignités, des biens que jusqu'au bout du monde on suit, sans que les faits aux promesses répondent. Désormais, je ne bouge et ferai 100 fois mieux. » En raisonnant de cette sorte, et contre la fortune ayant pris ce conseil, il la trouve assise à la porte de son ami plongé dans un profond sommeil. Fin de L'homme qui court après la fortune et l'homme qui l'attend dans son lit. Fable numéro 12 du livre 7e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Les deux coqs. Fable numéro 13 du livre 7e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les deux coqs. Deux coqs vivaient en paix. Une poule survint, et voilà la guerre allumée. Amour, tu perdis Troie, et c'est de toi que vint cette querelle envenimée, où du sang des dieux même on vit le xanthe teint. Longtemps entre nos coqs le combat se maintint. Le bruit s'en répandit par tout le voisinage. La gente qui porte crête au spectacle accourut. Plus d'une hélène au beau plumage fut le prix du vainqueur. Le vaincu disparut. Il alla se cacher au fond de sa retraite, pleura sa gloire et ses amours que Rival, tout fier de sa défaite, possédait à ses yeux. Il voyait tous les jours cet objet rallumer sa haine et son courage. Il aiguisait son bec, battait l'air et ses flancs, et, s'exerçant contre les vents, s'armait d'une jalouse rage. Il n'en eut pas besoin. Son vainqueur sur les toits s'alla percher et chanter sa victoire. Un vautour entendit sa voix. Adieu les amours et la gloire, tout cet orgueil périt sous l'ongle du vautour. Enfin, par un fatal retour, son rival autour de la poule s'en revint faire le coquet. Je laisse à penser qu'elle le caquait, car il eut des femmes en foule. La fortune se plaît à faire de ses coups. Tout vainqueur insolent à sa perte travaille. Défions-nous du sort et prenons garde à nous, après le gain d'une bataille. Fin de Les deux coqs. Fable numéro 13 du livre 7e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. L'ingratitude, l'injustice et des hommes envers la fortune. Fable numéro 14 du livre 7e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'ingratitude et l'injustice des hommes envers la fortune. Un trafiquant sur mer par bonheur s'enrichit. Il triompha des vents pendant plus d'un voyage. Gouffre, banc, ni rocher n'exigea de péage d'aucun de ses ballots. Le sort l'en affranchit. Surtout ses compagnons, Atropos et Neptune, recueillirent leurs droits,
tandis que la fortune prenait soin d'amener son marchand à bon port. Facteur, associé, chacun lui fut fidèle. Il vendit son tabac, son sucre, sa cannelle, ce qu'il voulut, sa porcelaine encore. Le luxe et la folie enflèrent son trésor. Bref, il plut dans son escarcelle. On ne parlait chez lui que par double ducat, et mon homme d'avoir chiens, chevaux et carrosses. Ses jours de jeûne étaient des noces. Un sien ami, voyant ses somptueux repas, lui dit « Eh, d'où vient donc un si bon ordinaire? Et d'où me viendrait-il que de mon savoir-faire? Je n'en dois rien qu'à moi, qu'à mes soins, qu'au talent de risquer à propos et bien placer l'argent. » Le profit lui semblant une fort douce chose, il risqua de nouveau le gain qu'il avait fait. Mais rien, pour cette fois, ne lui vint à souhait. Son imprudence en fut la cause. Un vaisseau mal frété périt au premier vent. Un autre, mal pourvu des armes nécessaires, fut enlevé par les corsaires. Un troisième au port arrivant, rien n'eut cours ni débit. Le luxe et la folie n'étaient plus tels qu'auparavant. Enfin, ses facteurs le trompant, et lui-même ayant fait grand fracas, cher lit, mit beaucoup en plaisir, en bâtiment beaucoup, il devint pauvre tout d'un coup. Son ami, le voyant en mauvais équipage, lui dit « D'où vient cela? »« De la fortune, hélas. »« Consolez-vous, dit l'autre, et s'il ne lui plaît pas que vous soyez heureux, tout au moins soyez sage. » Je ne sais s'il crut ce conseil, mais je sais que chacun impute en cas pareil son bonheur à son industrie. Et si de quelque échec notre faute est suivie, nous disons injure au sort. Chose n'est ici plus commune. Le bien, nous le faisons. Le mal, c'est la fortune. On a toujours raison. Le destin, toujours tort. Fin de L'ingratitude et l'injustice des hommes envers la fortune. Fable numéro 14 du livre 7e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les devineresses. Fable numéro 15 du livre 7e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les devineresses. C'est souvent du hasard que naît l'opinion, et c'est l'opinion qui fait toujours la vogue. Je pourrais fonder ce prologue sur gens de tous états. Tout est prévention, cabale, entêtement, point ou peu de justice. C'est un torrent. Qu'y faire? Il faut qu'il ait son cours. Cela fut et sera toujours. Une femme à Paris faisait la pythonisse. On l'allait consulter sur chaque événement. Perdait-on un chiffon? Avait-on un amant? Un mari vivant trop au gré de son épouse? Une mère fâcheuse? Une femme jalouse? Chez la devineresse, on courait pour se faire annoncer ce que l'on désirait. Son fait consistait en adresse, quelques termes de l'art, beaucoup de hardiesse, du hasard quelquefois, tout cela concourait, tout cela bien souvent faisait crier miracle. Enfin, quoiqu'ignorante à 20 et 3 carats, elle passait pour un oracle. L'oracle était logé dedans un galetas. Là, cette femme emplit sa bourse et, sans avoir d'autres ressources, gagne de quoi donner un rang à son mari. Elle achète un office, une maison aussi. Voilà le galetas rempli d'une nouvelle hôtesse à qui toute la ville, femmes, filles, valets, gros messieurs, tout enfin, allait comme autrefois demander son destin. Le galetas devint l'antre de la Sibylle. L'autre femelle avait achalandé ce lieu. Cette femme eut beau faire, eut beau dire, « Moi devine, on se moque. Et, messieurs, sais-je lire? »
Je n'ai jamais appris que ma croix de par Dieu. Point de raison. Il fallut deviner et prédire, mettre à part force bon du cas, et gagner, malgré soi, plus que 2 avocats. Le meuble et l'équipage aidaient fort à la chose. 4 sièges boiteux, un manche de balai, tout sentait son sabbat et sa métamorphose. Quand cette femme m'aurait dit vrai, dans une chambre tapissée, on s'en serait moqué. La vogue était passée. Au Galetas, il avait le crédit. L'autre femme se morfondit. L'enseigne fait la chalandise. J'ai vu dans le palais une robe mal mise gagner gros. Les gens l'avaient prise pour maître tel qui traînait après soi force écoutant. Demandez-moi pourquoi. Fin de Les Devineresses, fable numéro 15 du livre 7e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le chat, la belette et le petit lapin. Fable numéro 16 du livre 7e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le chat, la belette et le petit lapin. Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette un beau matin s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. « Ô dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître ?» dit l'animal chassé du paternel logis. « Holà, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, ou je vais avertir tous les rats du pays. » La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. « Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. » Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. « Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils, l'ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean, transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage? Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Raminagrobis. C'était un chat vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chapemite, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin pour juge l'agrée. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grippeminaud leur dit: « Mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause. » L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée il vit les contestants, Grippeminaud, le bon apôtre, jeta des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. Fin de Le chat, la belette et le petit lapin, fable numéro 16 du livre 7e des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La tête et la queue du serpent. Fable numéro 17 du livre 7e des Fables de Jean de La Fontaine.
Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La tête et la queue du serpent. Le serpent a deux parties du genre humain ennemi, tête et queue, et toutes deux ont acquis un nom fameux auprès des parcs cruels, si bien qu'autrefois entre elles il survint de grands débats pour le pas. La tête avait toujours marché devant la queue au ciel se plaignit et lui dit « Je fais maintes et maintes lieues comme il plaît à celle-ci. Croit-elle que toujours j'en veuille user ainsi? Je suis son humble servante. On m'a faite, Dieu merci, sa sœur et non sa suivante. Toutes deux de même sang, traitez-nous de même sorte. Aussi bien qu'elle, je porte un poison prompt et puissant. Enfin, voilà ma requête. C'est à vous de commander qu'on me laisse précéder à mon tour ma sœur la tête. Je la conduirai si bien qu'on ne se plaindra de rien. » Le ciel eut pour ses vœux une bonté cruelle. Souvent sa complaisance a de méchants effets. Il devrait être sourd aux aveugles souhaits. Il ne le fut pas lors. Et la guide nouvelle, qui ne voyait au grand jour pas plus clair que dans un four, donnait tantôt contre un marbre, contre un passant, contre un arbre. Droit aux ondes du Styx, elle mena sa sœur. Malheureux, les états tombés dans son erreur. Fin de La tête et la queue du serpent, fable 17 du livre 7e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Un animal dans la lune. Fable numéro 18 du livre 7e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Un animal dans la lune. Pendant qu'un philosophe assure que toujours par leurs sens les hommes sont dupés, un autre philosophe jure qu'ils ne nous ont jamais trompés. Tous les deux ont raison, et la philosophie dit vrai quand elle dit que les sens tromperont, tant que sur leur rapport les hommes jugeront. Mais aussi, si l'on rectifie l'image de l'objet sur son éloignement, sur le milieu qui l'environne, sur l'organe et sur l'instrument, les sens ne tromperont personne. La nature ordonna ces choses sagement. J'en dirai quelques jours les raisons amplement. J'aperçois le soleil. Quelle en est la figure? Ici-bas, ce grand corps n'a que 3 pieds de tour. Mais si je le voyais là-haut dans son séjour, que serait-ce à mes yeux que l'œil de la nature? Sa distance me fait juger de sa grandeur. Sur l'angle et les côtés, ma main la détermine. L'ignorant le croit plat. J'épaissis sa rondeur, je le rends immobile, et la terre chemine. Bref, je dément mes yeux en toute sa machine. Ce sens ne me nuit point par son illusion. Mon âme, en toute occasion, développe le vrai caché sous l'apparence. Je ne suis point d'intelligence, avec mes regards peut-être un peu trop prompts, ni mon oreille lente à m'apporter des sons. Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse. La raison décide en maîtresse. Mes yeux, moyennant ce secours, ne me trompent jamais en me mentant toujours. Si je crois leur rapport, erreur assez commune, une tête de femme est au corps de la lune. Y peut-elle être? Non. D'où vient donc cet objet? Quelques lieux inégaux font de loin cet effet. La lune nulle part n'a sa surface unie. Montueuse en des lieux, en d'autres aplanie, l'ombre avec la lumière y peut tracer souvent un homme, un bœuf, un éléphant. Naguère l'Angleterre y vit chose pareille. La lunette placée, un animal nouveau, parut dans cet astre si beau,
et chacun de crier « Merveille !» Il était arrivé là-haut un changement qui présageait sans doute un grand événement. Savait-on si la guerre, entre tant de puissance, n'en était point l'effet? Le monarque accourut. Il favorise en roi ses hautes connaissances. Le monstre dans la lune à son tour lui parut. C'était une souris cachée entre les vers. Dans la lunette était la source de ses guerres. On en rit, peuple heureux. Quand pourront les François se donner, comme vous, entiers à ses emplois? Mars nous fait recueillir d'amples moissons de gloire. C'est à nos ennemis de craindre les combats, à nous de les chercher, certains que la victoire, amante de Louis, suivra partout ses pas. Ces lauriers nous rendront célèbres dans l'histoire. Même les filles de mémoire ne nous ont point quittés, nous goûtons des plaisirs. La paix fait nos souhaits, et non point nos soupirs. Charles en sait jouir. Il saurait, dans la guerre, signaler sa valeur et mener l'Angleterre à ces jeux qu'en repos elle voit aujourd'hui. Cependant, s'il pouvait apaiser la querelle, que d'encens! Est-il rien de plus digne de lui? La carrière d'Auguste a-t-elle été moins belle que les fameux exploits du premier des Césars? Ô peuple trop heureux, quand la paix viendra-t-elle nous rendre comme vous, tout entiers aux beaux-arts? Fin de Un animal dans la lune. Fable numéro 18 du livre 7e des Fables de La Fontaine. Fin de Fables de La Fontaine, livre 7e. Cet enregistrement appartient au domaine public.